Laurent Gbagbo dit souvent qu'il est arrivé au pouvoir dans des conditions calamiteuses pour regretter le fait que la junte au pouvoir n'ait pas facilité cette transition démocratique à laquelle aspirait tant le peuple ivoirien. Mais très tôt, il a pris la mesure de la situation. Il a tout de suite voulu réconcilier le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que le premier gouvernement n'a jamais été un gouvernement du FPI seul. Laurent Gbagbo, élu président de la République, avait été tout à fait dans le droit de former un gouvernement avec les seuls membres de son parti ou toute personne qu'il supposait proche de lui. Mais le premier gouvernement créé comportait les militants du RD, les militants du PDCI, pardon, des militants du PIT, les militants d'autres formations politiques, dès la prise du pouvoir par Laurent Gbagbo en 2000. En plus de cela, il a estimé qu'il fallait trouver un moment pour se parler franchement et pour vider tous les espèces de contentieux qui ont pu naître volontairement ou involontairement dans la gestion quotidienne des hommes, à laquelle s'est assigné la plupart des acteurs politiques ivoiriens. Et c'est pour cela qu'il a mis en place le Forum pour la réconciliation nationale. C'était lui. Ça ne lui a pas été imposé par quelqu'un. Moi, j'étais membre de ce forum-là. Et je peux vous dire que toutes les couches sociales sont passées, chacune pour dire ce qu'elle avait sur le cœur. Alassane Dramane Ouattara est passé au forum pour donner sa version des faits. Gueye Roubet est passé au forum pour donner sa version des faits. Le général Gueye Personnel est passé au forum pour donner sa version des faits. Laurent Gbagbo lui-même est passé au forum pour donner sa version des faits. Et à la fin, les 4 responsables, Laurent Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara, à part Henri Konan Bédié, avec le Premier ministre Seydou Diarra, se sont retrouvés chez Laurent Gbagbo un soir pour prendre un verre et constater qu'il fallait s'inscrire désormais dans cette logique-là. À la suite de ce forum, le président Laurent Gbagbo a rappelé le RDR pour que le RDR vienne être membre du gouvernement. Tout le monde y était déjà. Le PDCI y était, le MFA y était, le PITI y était, toutes ces parties y étaient. Il ne restait plus que le RDR. Et après le forum, il a refait l'appel, qu'il avait déjà fait depuis 2000. Le RDR est venu au pouvoir. Et le RDR est venu au gouvernement en 2002. Mais en réalité, c'était pour faire baisser la garde. Parce que ce acte qui a été fait pour consolider la paix, la confiance, et pour permettre une gestion, j'allais dire, partagée du pouvoir d'État dans un contexte de crise-là, a été finalement, en fait, un moyen par lequel le RD est passé pour faire baisser la garde et attaquer. Parce que quand le RD a lancé son attaque dans la nuit du 18 au 19 septembre, ils étaient membres du gouvernement. Ils étaient membres du gouvernement de Ouattara, de Laurent Gbagbo. Et puis, la première mission mise en place pour négocier avec la rébellion comportait tous les partis politiques, y compris le RDR d'Alassane Dramane Ouattara. Vous comprenez? Le RDR attaque la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo veut aller à la paix, mais il veut aller à la paix avec son équipe gouvernementale. Et il demande à tous les partis politiques d'être membres de cette délégation pour négocier la paix. Et le RDR est membre de cette délégation qui négocie la paix. Avec le RDR négocie la paix avec lui-même. Vous voyez un peu la gravité de cette hypocrisie-là? C'était M. Zemogo Fofana, ministre RDR à l'époque, qui représentait le RDR dans la délégation que conduisait Laurent Donat Fologo, militant du PDCI à l'époque, président du Conseil économique et social. Et c'est lui qui, avec 15 autres personnes, ont entrepris les négociations avec les rebelles à Lomé, sous les auspices du président personnel, le président Gnassingbé Yadema. Laurent Gbagbo l'a fait parce qu'il était convaincu que ça allait faire disparaître toute forme de méfiance, ça allait faire disparaître toute forme de suspicion et on allait véritablement aller à la paix. Il a toujours voulu qu'on aille à la paix. Beaucoup de personnes dans son camp aujourd'hui lui reprochent cela, parce qu'il lui reproche d'avoir pas préparé la guerre. Mais il voulait gagner la paix en réalité. C'est la paix qu'il voulait gagner, il ne voulait pas gagner de guerre en réalité. Il était persuadé, il s'expliquera certainement là-dessus, que tous les efforts qu'il ferait pour la paix finiraient par compter et finiraient par avoir raison de l'entêtement de ses adversaires à aller que coûte à la guerre. Il disait, nous sommes des pays pauvres. C'est un crime que de dépenser des fortunes à payer des armes, là où dans certains de nos villages, il n'y a pas d'électricité et il n'y a pas d'eau courante. Donc il s'est investi pleinement dans la paix, mais en s'y investissant malheureusement, ses adversaires qui n'ont jamais voulu de la paix ont considéré ça comme une faiblesse et ont toujours préparé la guerre. Sinon, comment expliquez-vous que les rebelles de Ouattara aient eu toutes ces armes dans un pays qui était sous embargo? Pourquoi personne ne leur pose la question? Pourquoi personne ne dit aux rebelles qui les a armés? Ils ont quand même fait la guerre, parce que c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, on présuppose qu'ils ont gagné. La France, c'est pas avec les amis au pouvoir. Ok, d'accord. Prenons le cas où c'est les rebelles qui ont pris le pouvoir. Ils ne l'ont quand même pas fait avec des lances. Qui les a armés? Qui les a outillés? Qui les a entraînés? Qui leur a fourni la logistique nécessaire face à un État
qui n'a pas réussi à vaincre depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Parce que Laurent Gbagbo voulait la paix. Et aujourd'hui, il veut toujours la paix. C'est pour cela que quand Soro Guillaume dit que le FPI n'a pas d'expérience en matière de coup d'État, n'ont pas les relations, ce n'est pas faux. Le FPI n'a effectivement pas d'expérience en matière de coup d'État parce que le FPI n'a jamais considéré les coups d'État comme une solution politique en Afrique. Jamais. Jamais. Le FPI a par contre l'expérience pour conscientiser le peuple et pour faire en sorte que ce peuple-là prenne son destin en main. Comme présentement les Ivoiriens le démontrent en boycottant la fâcheuse opération de recensement initiée par Ouattara, mais qui est un coup d'épée dans l'eau, puisque ça n'aboutira pas au résultat escompté. Donc, en tout état de cause aujourd'hui, c'est la paix qu'on assassine en Côte d'Ivoire. Et il est important que les gens sortent de leur gêne, que les puissances occidentales sortent de leur gêne et reconnaissent que à tort ou à tort pour certains, mais de bonne foi, elles ont mis en place un pouvoir autocratique, un pouvoir ethno-génocidaire, un pouvoir où l'ethnie est une référence à partir de laquelle tel peut être promu ou tel peut ne pas être promu. C'est Ouattara lui-même qui, sur les antennes de France 24, quand on lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il nommait plus les gens du Nord, ça ne l'a pas gêné de dire qu'il procédait à une espèce de rattrapage ethnique. Je voudrais avec vous faire un point. Laurent Gbagbo était président de la République. Il est de l'ouest de la Côte d'Ivoire, du centre-ouest. Le numéro 2 de l'État s'appelle Mamadou Koulibaly. Il est du nord de la Côte d'Ivoire. Après lui, celui qui vient s'appelle Laurent Dona Fologo. Il est du nord de la Côte d'Ivoire. Le président de la Cour suprême s'appelait Tiakone. Il est de l'ouest montagneux. Il n'y a aucune personne, mais là, aucune, de l'ethnie du président Gbagbo qui a été parmi les 5 institutions essentielles sur lesquelles repose la République de Côte d'Ivoire. Il est le seul qui a estimé qu'il fallait faire la promotion de l'excellence et de l'expertise en recourant à un concours pour choisir les principaux directeurs des principales régies financières dans notre pays. Il aurait pu nommer les membres de son parti politique. C'est à ce titre que Niamien Konan, qui est aujourd'hui ministre de Ouattara, militant PDCI, a été directeur général de la douane. C'est à ce titre que Dibi Kofi Charles, qui est aujourd'hui ministre de Ouattara, a été directeur général des impôts. C'est à ce titre que Fekese Lambert, aujourd'hui conseiller du premier ministre de Ouattara, a été directeur général des impôts. Quelle preuve faut-il apporter de la volonté d'un homme de soustraire le fonctionnement de son pays à toute autre logique tribale, ethnique, pour se focaliser sur des critères objectifs à partir desquels peut vraiment se construire un état de droit. Je pense en tout état de cause que les arguments font défaut à ceux qui veulent s'en prendre à Laurent Gbagbo, parce que les faits sont têtus. Il faut ajouter aux actes pour promouvoir la paix que Laurent Gbagbo a posé, les actes qu'on peut tirer du règlement de la crise elle-même. À l'Assemblée nationale, nous avons reçu un projet de loi portant amnistie des rebelles. C'était un moment douloureux pour les députés. Ils étaient nombreux qui estimaient que les crimes étaient trop atroces pour que ces personnes-là se voient amnistiées de la sorte. Et un débat dense et riche, parfois passionné, s'est engagé entre tous les députés de quelque famille politique qu'ils soient. Et à la fin, en ayant soustrait les crimes de sang du champ des crimes amnistiés, cette loi d'amnistie a été votée. Elle a été promulguée par le président Laurent Gbagbo. Il a promis la reconstitution des carrières de tous les ministres, de tous les militaires rebelles qui, en réalité, et ça il faut le noter, les militaires et autres policiers, gendarmes, ivoiriens qui sont à la rébellion ont toujours été au nombre de 419 sur plus de 18 000 militaires que compte la Côte d'Ivoire. Il a décidé que leur carrière soit reconstituée et qu'ils soient intégrés avec le rappel de leurs soldes dans leurs différentes unités. Cela a été fait. Il a ensuite voulu, dans le cadre même de la paix, accepter que certains de ses ministères siègent dans son gouvernement à la suite des accords de Marcoussis. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec les Tuo Fosier, avec les Kone Massamba, au gouvernement. Alors que très bien, on sait très bien que ces personnes, à la limite de l'illettrisme, n'avaient aucune qualité et compétence pour siéger, même pas dans un conseil des villages, à fortiori dans un gouvernement. Et ça, vous en conviendrez avec moi. Mais cela a été fait parce que c'était le prix de la paix. Mais aujourd'hui, vous savez le nombre d'Ivoiriens qui, jusqu'à ce jour, ont leur compte gelé
sans qu'ils ne soient l'objet d'aucune procédure judiciaire, parce que simplement, ils sont taxés d'être pro-Gbagbo. Jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'Ouattara est au pouvoir, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui restent encore en exil. Pas parce qu'elles ont envie de l'exil, mais parce que ceux qui rentrent, contrairement à ce qu'on le pense, sont obligés de prendre des engagements auprès du régime de Ouattara pour rentrer. Sont obligés de s'humilier pour rentrer. Et non de rentrer librement comme des hommes en toute dignité, sans qu'ils ne puissent être l'objet de quelques représailles que ce soit de la part de ce pouvoir-là. Aujourd'hui, vous n'imaginez pas le nombre de personnes dont les comptes sont encore gelés, alors qu'ils ne sont l'objet d'aucun mandat, d'aucune procédure judiciaire, qu'on ne leur reproche rien, mais ils ne peuvent pas avoir accès à leurs économies, ils ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école, simplement parce qu'ils sont taxés d'être des pro-Gbagbo. Et jusqu'à aujourd'hui, la liste de ces personnes est connue, de ces personnes, et sans que ça n'offusque qui que ce soit. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes dont les biens continuent d'être encore entre les mains de ceux qui les ont pillés au vu et su du monde entier, sans que personne ne s'en offusque. Jusqu'à aujourd'hui, tous ces actes démontrent qu'on vit dans un régime de représailles permanentes. Ouattara se venge sur tous ceux qui, à son sens, avec les moyens qui étaient les leurs, soit leur discours, soit ce qu'ils ont eu comme moyens, ont été pour lui ceux qui ont retardé son accession au pouvoir. Et il importe aujourd'hui que le monde entier le sache pour mettre fin à cette espèce de tragédie que vit le peuple ivoirien. Je pense que ce n'est pas trop tard. Au surplus, il y a quelque chose qui paraît fondamental. Il est bon de poser la question de temps en temps à Ouattara. Comment a-t-il pu être candidat? Il n'a pas été parce que les institutions judiciaires prévues à cet effet l'ont qualifié d'éligible. Il a été candidat parce que Laurent Gbagbo a pris sur lui de prendre une mesure politique pour le rendre candidat pour les seules élections de 2010. Il est candidat par la seule volonté de Laurent Gbagbo, pas par celle de nos tests. Ça me paraît essentiel. Comme jadis, Laurent Gbagbo était allé demander à Henri Konan Bédié, victime du coup d'État de Robert Guéhi, et qui était en exil, de rentrer. Il lui a rendu visite avant d'être président de la République. Il a fait mains et pieds pour que Bédié rentre. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est à La Haye. Sa mère, qui a près de 90 ans, est en exil. Ses enfants sont en exil. Ses partisans sont en exil traqués. Et Ouattara ne pose aucun acte concret pour mettre fin à la tragédie que vit ce peuple-là. Je pense qu'il faut l'apprécier, il faut en tirer toutes les conséquences. La question du rapport à la démocratie et aux droits de l'homme est essentielle dans la compréhension de la crise ivoirienne. Elle est même vitale, parce qu'elle est une question qui permet de comprendre la légitimité des prétentions des uns et des autres et la nécessité d'avoir eu recours à des moyens et pas à d'autres. Et je pense que pour bien comprendre cela, il faut peut-être s'interroger sur le passé politique des principaux acteurs de la crise ivoirienne. Et dans le cas d'espèce, le président Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo, je pense que cela est sûr, est un professeur d'histoire, est un historien qui est à l'origine de beaucoup d'organisations syndicales en Côte d'Ivoire, qui est à l'origine de la création de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, qui a été un militant connu et reconnu comme tel du syndicat national pour la recherche, le SINARES, le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qui donc tout son passé militant témoigne du souci constant qu'il a eu de vivre dans une société démocratique. D'ailleurs, la plupart des ouvrages qu'il a écrits, l'essentiel de ces ouvrages ont toujours mis en évidence ce besoin pour les peuples d'Afrique d'avoir recours à la démocratie comme méthode de gestion du pouvoir politique, mais même au-delà de l'ensemble de la société telle qu'elle se présente. C'est cet homme-là qui a été renversé le 11 avril 2011 dans les conditions que l'on sait. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut jeter un regard rétrospectif sur ce qui a été la question des droits de l'homme pendant qu'il était au pouvoir et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est une analyse qu'on peut faire à un double point de vue. Un point de vue purement institutionnel, en regardant les institutions mises en place, et puis un point de vue matériel, pragmatique, concret, quotidien. Qu'est-ce que cela donne aujourd'hui? Alors, pour survoler rapidement la question, il faut retenir que Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir en ayant rapporté des élections qu'il n'a pas organisées. Et ça, je pense que le monde entier le sait. On se rappelle très bien que la junte au pouvoir avait prévu ne pas se présenter aux élections. Et par la suite, le général Guéhi a fait acte de candidature. Il a voulu forcer pour se maintenir au pouvoir. Et c'est un soulèvement populaire qui l'a fait fuir. Et Laurent Gbagbo a été déclaré élu d'abord par la commission électorale de l'époque, qui était présidée par un certain Honoré Guillet, qui n'est pas membre du Front populaire ivoirien. Et cette victoire a été confirmée par la Cour suprême
par un certain Tiakone, qui n'avait pas été nommé par Laurent Gbagbo et qui n'a jamais été membre d'aucune association ou d'aucune structure dans laquelle a milité le président Laurent Gbagbo. De sorte qu'on ne peut pas parler d'acquaintance entre lui et les principales personnes qui ont géré en ce moment-là les structures névralgiques qui avaient à charge de dire qui avait gagné les élections. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il faut prendre les choses telles qu'elles se présentent à nous, tout simplement du point de vue des faits. Sous Laurent Gbagbo, il a créé un ministère des droits de l'homme. Cette structure des droits de l'homme était auparavant une direction dans les gouvernements précédents, une direction du ministère de la Justice. Il a voulu qu'il y ait un rayonnement plus éclatant, une prise en charge un peu plus hardie des questions des droits de l'homme. Et il a créé le ministère des droits de l'homme. Ce ministère a été dirigé, je pense, à l'époque par Mme Victorine Vaudier. Et par la suite, à côté du ministère des droits de l'homme, qui est resté jusqu'à la fin de son exercice au pouvoir, il a mis en place la Commission nationale des droits de l'homme, qui avait été recommandée par un certain nombre d'accords dans le cadre de la résolution de la crise. Mais c'est sous lui que cette commission a été mise en place. Et j'ai l'honneur d'avoir été membre de la Commission des droits de l'homme, qui a été présidée également par Mme Victorine Vaudier, après qu'elle ait quitté le gouvernement et remplacée par M. Nguessan Joël, qui est l'actuel porte-parole du RDR, le parti de Alassane Dramane Ouattara. Ces institutions ont fonctionné librement. Ces institutions ont essayé de rapprocher le citoyen du droit, ont été des recours auxquels tout citoyen ordinaire pouvait s'adresser pour obtenir qu'une question qui lui semblait importante quant à la violation de ses droits pouvait être reçue et regardée comme telle. Elles ont donc existé, ces structures-là. Il y a ensuite que sous Laurent Gbagbo, la justice, manifestement, était plus juste, si on peut se permettre ce néologisme. Il faut quand même se rappeler que les proches du président Gbagbo, certains de ses proches, ont eu à s'expliquer devant les tribunaux et les cours ivoiriens. On sait très bien tout le scandale qu'il y a eu sur la filière Café Cacao et le fait que bon nombre de ses proches, collaborateurs, certains responsables de sa campagne ont été arrêtés, sont restés dans les lieux de la prévention jusqu'à ce que, et la procédure continue de suivre son cours jusqu'à aujourd'hui. Donc la justice a toujours fonctionné et ça a été un moment où l'impunité ne pouvait apparaître comme une donnée essentielle du régime de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je pense que c'est une question essentielle. Parce que pour légitimer toute la violence qu'a subi le peuple ivoirien, pour légitimer le véritable coup d'État de la France, de Sarkozy, et d'un certain nombre d'organisations de la communauté internationale, il faut s'interroger sur la question des droits de l'homme. Ils ont présenté cette opération de coup d'État comme un besoin de restaurer la démocratie qui semblait menacée, selon eux, par le fait que Laurent Gbagbo refusait de reconnaître les élections et de céder le pouvoir à celui qui, à leurs yeux, avait gagné ces élections-là. Et donc, c'est donc au nom de la démocratie qu'Alassane Dramane Ouattara a été catapulté au sommet de l'État de Côte d'Ivoire avec les multiples morts, les multiples dégradations et toute la misère que nous continuons de vivre depuis cette époque-là. Mais aujourd'hui, le quotidien, il s'observe. Il se présente comment? Il se présente par une caporalisation excessive de la justice. Voyez-vous même, le régime de Ouattara ne fait cas d'aucun principe de la justice. Le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège, qui veut que dans une démocratie, les magistrats du siège ne puissent être affectés qu'avec leur autorisation, n'est pas respecté. De nombreux magistrats, parce qu'on les soupçonne d'être des pro-Gbagbo, sont balancés à tort et à travers la Côte d'Ivoire au mépris de toutes les règles qui ont depuis au fond jusqu'à aujourd'hui caractérisé le fonctionnement de la justice ivoirienne. On a un régime permanent d'impunité, mais d'impunité totale. On a ensuite un régime parallèle au régime de l'État, et dans cette contradiction des deux régimes-là, le régime parallèle prend le pas sur l'État. Sinon, comment vous expliquer jusqu'à aujourd'hui? Les dozos et les milices continuent d'exercer au vu et su du monde entier. Amnesty International, il y a très peu de temps, a mis en évidence un rapport dans lequel il expliquait que l'insécurité endémique en Côte d'Ivoire était la conséquence des dozos et des milices au service de Ouattara. Voici des chasseurs traditionnels qui n'ont rien à voir avec l'État et qui aujourd'hui exercent les prérogatives de la force publique dans un État, briment des citoyens, commettent des meurtres et jusqu'à ce jour, aucun, je dis bien aucun membre des forces de Ouattara, dozo ou soldats de Touzo ou mercenaires, n'a jamais été l'objet de la moindre procédure judiciaire. Et pourtant, on va énumérer quelques faits.
M. Ouattara lui-même a mis en place une commission d'enquête sur les violences post-électorales. Cette commission a été dirigée par Mme Paulette Badjo, magistrate. Elle a établi cette commission, mise en place par Ouattara lui-même. Cette commission, dis-je, a établi que des FRC ont tué des victimes civiles et que des FDS ont tué des victimes civiles. Mais la conséquence à laquelle on peut s'entendre, c'est que des FRC vont être interpellés pour être interrogés sur ces allégations et qu'en même temps, des FDS vont être interpellés. Aujourd'hui, où je vous parle, ce sont près de 700 FDS, membres des FDS, les forces de défense et de sécurité, qui compissent en prison sans le moindre jugement, sans qu'une procédure judiciaire claire ne soit engagée à leur encontre, alors qu'aucun membre des FRC n'a jamais été objet de la moindre interpellation jusqu'à ce jour. Deuxièmement, prenons les rapports des organisations internationales de droits de l'homme, notamment Amnesty International, Human Rights Watch, qui expliquent que les FRC, composés essentiellement des milices d'Ozo et d'autres mercenaires, commettent au quotidien ces violations de droits humains là. Mais que quelqu'un dans le monde dise un jour que tel FRC, soupçonné de tel fait, a été convoqué par le procureur ou par un commissariat quelconque pour être entendu sur des faits allégués. Jamais ça n'a eu lieu. C'est le règne total de l'impunité. Et c'est cette impunité qui les encourage chaque jour à violer les droits humains. Puisqu'ils ont la conviction qu'ils ne seront jamais poursuivis. Pourquoi voulez-vous qu'ils arrêtent? Ils ont pillé plus de 300 000 résidences et domiciles en Côte d'Ivoire. Aucune procédure judiciaire les rencontre. On a vu les images de Pascal Afin-Guessan en train d'être torturé en prison avec les autres prisonniers par Ouattara Mourou, le frère de Ouattao, dans la prison de Bouna. Aucune réaction. On a vu les morts de Naïbli, de Petit Diokoué. Amnesty International d'ailleurs a titré, dans un rapport que j'ai sous les yeux, Côte d'Ivoire, c'est comme si rien ne s'était passé. Un an après l'attaque du camp de Naïbli, la justice se fait toujours entendre. Ça veut dire que plus d'un an après que des massacres importants aient été commis dans ce village à Naïbli, jusqu'à ce jour, le régime de Ouattara est le règne de l'impunité totale. C'est une impunité institutionnelle, c'est une impunité quotidienne, c'est une impunité qui a un contenu sociologique et même culturel. Elle est institutionnelle parce qu'aucun mécanisme de l'État ne répond aux violations des droits humains quand ils sont commis par les pro-Ouattara. Elle est sociologique parce que dans la nature des gens, ils ont fini par avoir le sentiment que la société dans laquelle ils sont les autorise à faire tous ces crimes et qu'il n'y a aucune contrepartie en retour. Elle est même culturelle, puisque la caste des Dozo, qui est une confrérie de chasseurs traditionnels qui existe depuis le XIIe siècle et qui, comme la société des masques à l'ouest, comme bon nombre de sociétés dans nos régions en Afrique ici, sont des sociétés culturelles, souvent des sociétés mystiques qui détiennent des espèces de pouvoirs mystiques. Ces sociétés-là ont un contenu culturel important et elles ont été, pour le cas des Dozo, instrumentalisées par le régime de Ouattara qui en fait aujourd'hui un élément essentiel de sa politique de représailles et de répression à l'endroit du peuple ivoirien. C'est essentiel. Avant Ouattara, les Dozo existaient, mais on n'en a jamais parlé de cette façon. Je vous dis, vous pouvez vérifier qu'elle existe depuis le XIIe siècle, selon les recherches que nous avons effectuées. Mais jamais les Dozo n'ont été autant instrumentalisés. Vous comprenez? Donc c'est une impunité qui est institutionnelle. Et c'est une impunité qui, chaque jour, se démontre par le fait que les auteurs de ces crimes bénéficient d'un environnement étatique qui les pousse à commettre ces crimes. Parce que toutes les formes de dénonciation et de violation ne reçoivent aucune espèce de réaction de quelques institutions que ce soit. Et pour cause, ce sont eux qui ont mis Ouattara au pouvoir. Eux, et naturellement les grandes puissances internationales, notamment la France, il ne faut pas se cacher de le dire, la France de Nicolas Sarkozy. Parce que nous avons la conviction que la France de Nicolas Sarkozy n'aurait certainement pas été la France de François Mitterrand et de quelqu'un d'autre qui aurait une autre conception de la dignité de l'homme noir et qui aurait une autre conception du rapport à la démocratie et du rapport aux droits humains. Donc cette France-là, de Nicolas Sarkozy, ayant permis l'instrumentalisation de la communauté internationale en faisant en sorte qu'elle puisse servir d'instrument à l'installation de Ouattara au pouvoir, se trouve aujourd'hui piégée par le fait que, ayant soutenu ce régime-là, elle a du mal aujourd'hui à dénoncer ses travers, auquel cas elle aurait du mal à justifier. Mais pourquoi est-ce qu'elle a soutenu et permet aujourd'hui que Ouattara soit au pouvoir? C'est dans ce cercle vicieux que nous sommes. Et c'est tout cela qui fait qu'au quotidien, les Ivoiriens souffrent le martyre. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, un jeune homme, dans un quartier de Yopougon, à qui un FRC reprochait d'avoir fait ses selles quelque part, a reçu une rafale de mitraillettes et il est mort. L'auteur connu n'a même pas été interpellé.
Même pas été interpellé pour qu'on lui demande, ne serait-ce que savoir qu'est-ce qui s'est passé. Les violations flagrantes des droits humains continuent. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2014. Les maisons, plantations et habitations des populations de Bouaké qui vivent dans la première partie que Ouattara a envahie depuis 2002 continuent d'être occupées par les FRC, l'armée de Ouattara, et par tous les mercenaires des autres pays qui sont venus à ses rescousses dans sa conquête tragique du pouvoir, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire 2002-2012 ans après, des personnes continuent d'espérer que leur domicile soit libéré, que leur plantation soit libérée, et c'est un silence total. Aucune institution judiciaire ne se sent outillée pour demander simplement le simple respect du droit de la propriété, qui est un droit essentiel en démocratie. Et surtout pour des libéraux comme ces présidents Ouattara, on est surpris du traitement qu'il fait au droit de propriété. En tout état de cause, nous sommes aujourd'hui dans le pire régime en matière de droits humains qu'a connu la Côte d'Ivoire depuis son indépendance. Et peut-être même une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans le pire régime de négation et de violation des droits humains. Nous sommes dans un régime où la dignité humaine et la barbarie sont relégués à un stade de simples faits divers. La torture est devenue banale sous le régime de Ouattara. Des milliers de personnes sont en prison sans aucun procès. Quelle que soit la gravité de ce qu'on vous reproche, la civilisation moderne aujourd'hui exige, depuis la Déclaration des droits de l'homme, qui précise que nul ne peut être arbitrairement détenu sans qu'il n'ait eu la possibilité de passer devant une cour et avoir la possibilité de défendre sa cause. Mais tous les textes internationaux sont violés par Ouattara et son régime. Et ceux qui étaient censés en être les gardiens ont honte de le dénoncer parce que ce sont ces gardiens-là qui l'ont porté au pouvoir. Voilà aujourd'hui le drame que nous vivons. Et il importe que les gens se libèrent. Ils se libèrent de deux choses. Ils se libèrent de la gêne qu'ils ont eue à installer Ouattara au pouvoir et à constater qu'ils sont trompés. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Qu'ils constatent qu'ils se sont trompés et qu'ils fassent le point de 2000 à 2002, c'est-à-dire avant qu'on ne connaisse la guerre en Côte d'Ivoire, de 2002 jusqu'à 2011, dans les deux cas, c'est-à-dire en zone rebelle et en zone sous contrôle gouvernemental, et puis depuis Ouattara au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Qu'on observe pour en tirer les conséquences. Et ça permettra d'aller de l'avant.